Dakar ce jeudi de la 17e session ordinaire des chefs d'État de l'UEMOA. Elle doit essentiellement se pencher sur la question de l'économie de la zone CFA. Enjeu principal, la nouvelle monnaie unique et la résolution des conflits en Afrique. Lutte contre la poliomyélite, le troisième passage de la vaccination gratuite démarre demain vendredi. Il va s'étendre à l'ensemble du pays. Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés. Le 25 octobre prochain, c'est la date des élections présidentielles malgaches. Reportée déjà à plusieurs reprises, ce scrutin constitue pour les populations le seul espoir de renouer enfin avec l'ordre constitutionnel et l'état de droit. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h sur RTI 1. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est ouverte aujourd'hui à Dakar. Les chefs d'État des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont examiner une série de recommandations portant notamment sur la création d'une zone monétaire unique et la résolution des crises politiques en Afrique. Viviane Aïma. Les deux crises à intervalles courts survenues au Mali et en Guinée-Bissau avaient fait craindre pour l'avenir de l'organisation sous-régionale. Le Mali qui s'inscrit désormais dans la normalité et la Guinée-Bissau qui s'apprête à son tour à organiser au mois de novembre prochain ses élections générales. Le retour de ces deux pays au sein de l'Union a été vivement félicité à l'ouverture de cette 17e conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Les crises qui ont frappé ces deux pays, en particulier la crise au Mali qui menaçait l'existence même de ce pays, a fait prendre conscience de la fragilité des dispositifs sécuritaires au sein des États de l'Union. Nous devons accélérer la mise en place des mécanismes d'alerte et de prévention. Il est nécessaire que nous restions vigilants et solidaires, a souligné le président en exercice Faure Gnassingbé Yadema, présentant à l'ouverture du sommet les grands défis à moyen terme de l'UEMOA. Le président Macky Sall a d'ailleurs été chargé d'un chantier de haut niveau sur la paix et la sécurité au sein de l'Union. Outre le volet sécuritaire, il y a aussi la sécurité alimentaire. Quels mécanismes mettre en place pour résoudre les crises alimentaires et les prévenir? Ce chantier est déjà confié au président Mahamadou Issoufou. Un autre grand axe, le développement du secteur de l'énergie. D'objectifs à atteindre d'ici l'horizon 2030, faire accéder l'ensemble des citoyens de l'UEMOA à une énergie à bon prix. La stratégie préconisée à cet effet est de créer un marché régional de l'électricité pour la vente et l'achat de l'électricité à un prix compétitif. Un autre grand défi est l'accès de toutes les populations de l'Union à l'eau potable. La matérialisation de tous ces grands chantiers requiert des financements importants que l'UEMOA ne peut à elle seule engranger, même si l'Union connaît depuis la reprise de l'activité économique en Côte d'Ivoire une accélération de sa croissance. La mission de trouver des financements à long terme a été confiée au président de la République Alassane Ouattara. Une première table ronde des bailleurs de fonds a été organisée avec succès en 2012, une seconde édition est en préparation. Le chemin de l'intégration est long, mais l'UEMOA apparaît déterminé à sauvegarder son unité. Les 8 chefs d'État de l'Union étaient tous présents à ces assises. Après Dakar, où il séjourne pour cette 17e rencontre de l'UEMOA, le chef de l'État ivoirien va se rendre en France. Alassane Ouattara va recevoir une décoration de l'Académie des sciences d'outre-mer. Ce sera le lundi 4 novembre prochain. L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante créée en 1922. Elle s'intéresse principalement à la géographie, à l'histoire générale en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Océanie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, Edouard Kassaraté, fait un mini bilan de ses activités à la tête de l'ambassade. Viviane Aïma nous en dit plus. Ce sont près de 8000 Ivoiriens qui sont répartis entre le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. L'ambassade de Côte d'Ivoire, dont les locaux sont à Dakar, reste encore leur seul point de jonction. À la tête de cette représentation diplomatique ivoirienne en terre fraternelle du Sénégal, le général Tiapé Edouard Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale sous le régime du président Laurent Gbagbo. Nommé en 2012 à la tête de cette ambassade par le président de la République, Alassane Ouattara. Si cette nomination est l'illustration de la volonté incontestable
du président de la République Alassane Ouattara de promouvoir la réconciliation nationale sous sa gouvernance, elle est aussi une belle démonstration par l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale d'un esprit républicain, vaille que vaille. C'est un honneur qui m'a été fait. Le chef de l'État dans nos constitutions nomme aux fonctions civiles et militaires et j'ai été nommé, j'ai assumé à cette occasion toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au chef de l'État, à qui je voue un dévouement total. Je me sens très bien dans cette fonction d'ambassadeur, parce que vous savez, la fonction militaire est faite de rigueur et la diplomatie est faite de rigueur. Donc tout cela se rejoint, donc je suis très à l'aise. Nous sommes engagés dans la réconciliation et je suis heureux de savoir que la communauté ivoirienne est vraiment engagée dans la réconciliation. En tout cas, mes bureaux sont ouverts tous les jours. Je reçois les Ivoiriens de toutes conditions et nous échangeons sur la marche de la nation. Et j'ai bon espoir qu'ils ont compris le message de l'État, à savoir qu'il faut que les Ivoiriens apprennent à vivre ensemble. Désormais, dans son rôle d'ambassadeur de son pays, le général Tiapé Edouard Kassaraté se dit engagé pour défendre la réconciliation nationale prônée par le président de la République Alassane Ouattara et pour relever l'image de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Que deviennent les victimes des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2002? La question de leurs droits était au centre d'une rencontre entre Doudou Diène, expert des Nations Unies sur les droits de l'homme, et le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Michel Digré. Doudou Diène, expert indépendant des Nations Unies, veut établir un rapport objectif et précis sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le juriste sénégalais consulte tous les acteurs de la scène sociopolitique et judiciaire du pays. La rencontre avec Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, s'inscrit dans ce cadre. Je suis venu voir M. Soumaoro pour avoir ses vues sur la situation actuelle des droits de l'homme et de la reconstruction démocratique. Et j'ai obtenu de lui donc des informations extrêmement précises sur la position de son parti. Et nous avons convenu donc de continuer ce contact avec l'objectif fondamental de faire en sorte que nous, Nations Unies, moi comme expert indépendant, l'ONU ici, nous contribuons à faire en sorte que les 10 ans de crise violente que la Côte d'Ivoire a connue puissent trouver des réponses durables, qui aillent au-delà des réponses politiciennes ou partisanes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai informé M. Soumaoro de mon intention de mettre l'accent dans mon rapport sur la situation des victimes de la crise ivoirienne depuis le début de cette crise, donc depuis les années 2000. Doudou Diène a annoncé la tenue d'une conférence en février 2014 qui portera essentiellement sur la situation des victimes de ces 10 années de conflits sociopolitiques. Célébration officielle en Côte d'Ivoire de la 44e journée de la normalisation ce jeudi. Les opérateurs économiques et la société civile invités à s'approprier le concept des normes internationales, cela en vue d'améliorer le quotidien des populations. Des explications avec Francis Boifo. Le terme normalisation peut être utilisé dans plusieurs domaines. En linguistique, la normalisation désigne l'élaboration ou la recherche d'un ensemble de règles orthographiques et grammaticales communes à tous les usagers d'une langue. Dans le domaine industriel, la normalisation renvoie au processus permettant d'élaborer une règle à partir des usages et des meilleures pratiques. Par exemple, une norme d'un jus de fruits dira que pour que ce jus de fruits soit potable, on ne doit pas avoir au-delà de tel nombre de microbes. Les normes font partie du quotidien des hommes. Elles présentent des avantages à tous les niveaux. Les normes encouragent la rationalisation et garantissent la qualité dans l'économie, la technique, les sciences et l'administration. Mais surtout, elles protègent l'environnement, la santé et assurent la sécurité des hommes. Le ministre Jean-Claude Brou a invité les populations ivoiriennes à traduire en actes le thème de la 44e journée nationale de la normalisation, à savoir les normes internationales garantissent les changements positifs. J'invite tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, la société civile, à s'engager résolument dans la démarche qualité en s'appuyant sur les normes pour opérer des changements positifs dans notre pays.
La journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14 octobre de chaque année sur l'initiative de la Commission électrotechnique internationale CEI, l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'Union internationale des télécommunications UIT. Cette journée vise à rendre hommage aux milliers d'experts qui collaborent avec ces trois organisations et à promouvoir l'utilisation des normes internationales par les gouvernements et industries. Comment les technologies de l'information et de la communication peuvent-elles concourir à bâtir des villes intelligentes? La 4e édition du Forum sur la normalisation est le lieu de plancher sur la question. Thomas Guessambi. Bâtir de nouvelles villes, un nouveau mode de vie qui intègre pleinement les technologies de l'information et de la communication dans le transport, la construction, la sécurité et l'énergie, toute une intelligence pour faciliter la vie d'aujourd'hui sans compromettre celle des générations à venir. C'est autour de cette intelligence que l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, organise son 4e forum sur la normalisation des télécommunications et TIC. Lorsque vous allez parler de transport, si vous introduisez les TIC, ça vous permet d'avoir un autre type de transport plus moderne. Les TIC vont permettre d'accélérer tout un processus. Et pour que nous ne fassions pas les choses au hasard, il faut suivre un certain nombre de normes. Le thème du forum « Bâtissons les villes intelligentes avec les TIC » revêt un intérêt particulier pour les gestionnaires de villes et communes ivoiriennes. Il faut simplement adapter nos villes aux contraintes nouvelles. Il nous appartient en tant que gestionnaires locaux de les intégrer dans nos perspectives de développement de proximité pour faciliter la sécurité, pour faciliter les loisirs, pour faciliter l'accès à l'instruction, à l'éducation. Donc les villes intelligentes, ce ne sont pas de nouvelles villes à créer, mais c'est des nouvelles villes à adapter au développement de nos pays. 48 heures, c'est le temps que se donne le forum qui fait appel à la contribution de l'Union internationale des télécommunications UIT pour produire des recommandations sur la construction de villes intelligentes en Côte d'Ivoire. Une vingtaine d'accidents enregistrés en l'espace de 9 jours sur l'autoroute du Nord selon l'OSER. La raison, des travaux en cours impliquent une limitation de vitesse et une circulation particulière, ce qui n'est pas toujours respecté par les usagers de ce tronçon en cours de réhabilitation. Doigt des Lasers nous conduit sur place. Yopougon, la brigade autoroutière de GESCO transformée en cimetière des véhicules. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces véhicules froissés. La cause, le mauvais dépassement sur l'autoroute du Nord, où une seule voie est utilisée dans le double sens pour des raisons de travaux de réhabilitation. Selon l'Office de sécurité routière, plus de 20 accidents de circulation ont été enregistrés depuis le début des travaux. Et cela à cause du non-respect du code de la route par les usagers. Vous voyez là, vous voyez ce dépassement? Vous voyez, regardez, vous voyez, 2 camions, le risque qu'on a failli avoir d'avoir une collision frontale entre 2 poids lourds. Seulement parce que l'autre camion qui est devant lui, le bleu qui va là, il le trouve là. Et il le dépasse alors qu'il y a un autre véhicule qui arrive. Vous voyez, l'autre a été obligé de ralentir, de lever un peu le pied pour lui permettre de passer. Mais c'est de justesse qu'on a évité la catastrophe. Si les usagers adaptent leur comportement à l'environnement dans lequel ils sont, je suis sûr qu'on peut éviter les accidents de la circulation ou les ramener, en tout cas très proche de zéro accident. Les travaux de réhabilitation se font depuis le corridor de Yopougon jusqu'à Saint-Grobo, à environ 128 km d'Abidjan. Ces travaux qui ont démarré il y a environ 2 semaines vont durer 2 mois. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines. En plus des accidents à répétition de ces derniers jours, des coupeurs de route ajoutent à l'insécurité sur l'autoroute du Nord. 2 gangs viennent d'être démantelés par la police criminelle. Ils exerçaient également dans le domaine du braquage de véhicules de luxe à Abidjan. Abou Sanogo. Les gangs Kassama, Beni et Koulibaly Mamadou sont aux arrêts. Ils sont spécialisés dans les attaques des véhicules de transport en commun, notamment les cars, les minicars et les véhicules personnels sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe Abidjan-Elibou-Sikensi. Ce sont des coupeurs de route.
Les investigations menées par l'unité d'intervention de la police nationale appartenant à la direction de la police criminelle ont permis la saisie d'un RPG, de 2 pistolets automatiques, de plusieurs munitions, de 3 fusils et de plusieurs roquettes. Le gang à Koulibaly Mamadou, spécialisé dans le braquage de véhicules de luxe, a été appréhendé à Yopougon Jesco. Le premier que vous avez vu est un gang spécialisé dans le vol des véhicules 4x4, des grosses cylindrées. Il y a un juriste qui a été attaqué à Angré et nous avons mené des investigations jusqu'à retrouver les bandits au niveau de Yopougon. À la suite d'une filature, ces bandits ont ouvert le feu sur la police. Et au cours de ces échanges, l'un des malfrats a été atteint mortellement et l'autre a été pris. Le deuxième groupe, c'est un groupe de coupeurs de route, comme on les appelle communément. Fort des informations récurrentes, des attaques qui se perpétraient sur la voie, sur cet axe-là, nous avons amené nos éléments au niveau de Sikinsi. Leurs investigations ont permis alors de mettre la main sur ces malfrats que vous venez de voir. Et ils ne sont pas à leur premier fait. 2 d'entre eux sont des récidivistes. Ces bandits seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. 715 élèves sous-officiers de première année font leur entrée à la gendarmerie nationale. Présentation au drapeau pour ces nouveaux gendarmes à la place d'armes de l'école de gendarmerie. Abou Sanogo. L'école de gendarmerie d'Abidjan dans ses nouveaux habits. L'établissement a fait peau neuve. Il offre désormais à ses élèves un cadre propice aux études. 715 stagiaires viennent d'y achever la première partie de leur formation, la formation commune de base. Ils sont présentés ce jeudi au drapeau, couronnement de 120 jours d'intenses efforts physiques et moraux. Ces stagiaires sont désormais membres de la grande famille de la gendarmerie nationale dont ils devront préserver l'image, a dit le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Au cours de votre carrière, que nous espérons longue, vous verrez certainement de bons et de mauvais exemples. Il faudra éviter le racket et les comportements répréhensibles, respecter l'autorité et la hiérarchie en tout lieu et en tout temps, et apporter le soutien nécessaire à toute personne en détresse. Préservation de l'image de la gendarmerie et également fidélité aux institutions de la République. C'est la recommandation du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Élèves sous-officiers de première année, vous avez choisi la gendarmerie nationale. Sachez que cela induit une lourde responsabilité. Votre objectif premier doit être de prouver votre esprit de discipline et votre loyauté aux institutions républicaines que vous méritez la confiance de l'État. Sachez en conséquence que le taux de tolérance est nul pour tout gendarme qui piétine la loi et les règlements en vigueur. L'école de gendarmerie d'Abidjan est dirigée par le colonel Apollo Alexandre Touré. La cérémonie de présentation au drapeau de 715 nouveaux gendarmes s'est achevée par un défilé de troupes aux ordres du chef d'escadron Kwaku Edo Guillaume, commandant en second de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Parlons santé. Demain démarre le 3e passage de vaccination contre la polio pour plus de 7 millions d'enfants en Côte d'Ivoire. Cette maladie invalidante a déjà fait de nombreuses victimes. C'est le cas de Patrice Kié, aujourd'hui âgé de 46 ans et titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. Il rencontre cependant d'énormes difficultés dans son quotidien et pour son insertion socio-professionnelle. Delphine Bla. Patrice a des difficultés pour se tenir debout. En fait, il est une victime de la polio. La poliomyélite, maladie invalidante, est évitable par la vaccination. Patrick, malheureusement, n'en a pas bénéficié dès son enfance. Son histoire. 14 mois après ma naissance, c'est que là, c'était quand même à près de 600 km. Et lorsque ma mère, elle arrivait à Abidjan pour le vaccin, c'était un après-midi où toutes les maternités avaient déjà fermé. Et la sage-femme qu'elle a rencontrée lui a demandé de passer le lendemain matin. Et c'est la même nuit où j'ai fait 40 de fièvre. Et le matin, on me sort, j'avais les 4 membres paralysés. Patrice a 46 ans. 46 ans de souffrance. Il a du mal à vaquer à ses occupations et à prendre part à des moments de loisirs. Son quotidien est bien difficile. Je diminue physiquement
je n'arrive pas à faire comme tout le monde. Dans le cas même du travail, il y a eu des situations où en fait, je me suis rendu compte que c'était pour mon handicap que en fait, je n'ai pas été retenu. Ça fait que quelquefois, on déprime et on se pose des questions. Souvent, Patrice perd espoir. Dans sa maison de 3 pièces, matelas à même le sol, Patrice vit un véritable calvaire au réveil. Au réveil, souvent, je fais des chutes. Donc, quand je tombe souvent, quand c'est fort, on entend au salon. En 2 ans, 3 accidents. Le pied dans le plâtre. Le cas de Patrice doit faire école. Il invite les parents à faire le geste qui sauve. Aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir eu des vaccins à disposition à tout moment. Il faudrait qu'ils puissent en profiter et mettre les enfants à l'abri. Il faut que les familles acceptent de façon spontanée de faire vacciner les enfants. Un vaccin n'est jamais de trop. La goutte salvatrice s'impose pour tous les mômes. Le 3e passage de la vaccination contre la polio. La campagne démarre ce vendredi. La cible, les enfants de 0 à 5 ans, et ils sont plus de 7 millions. Depuis juillet 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté sur l'ensemble des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus que jamais sur la voie de l'éradication de la poliomyélite. Mais la vigilance doit toutefois être de mise. 1% d'adultes dans le monde souffrent de bégaiement. Ce trouble de l'expression verbale apparaît dès l'enfance et affecte le début de la parole. Il peut également avoir des répercussions psychologiques et sociales graves chez la personne affectée. Quel est l'état des lieux de la maladie en Côte d'Ivoire? Christelle Ménon, Patricia Oumou. Le bégaiement, on en rit la plupart du temps. Mais 1% de la population mondiale en souffre. Il est reconnu comme handicap et classé parmi les troubles émotionnels ou comportementaux. De nombreuses personnalités en ont souffert. Roosevelt, Churchill, Einstein. En Côte d'Ivoire, l'un d'entre eux, Kadjim, artiste reconnu, a vécu les souffrances et traversé les obstacles liés à ce handicap. Les enfants sont cruels entre eux, donc entre les moqueries des autres qui trouvaient en cela leur unique façon de se venger de toi, même les plus grands aussi. Et puis les gens n'ont pas toujours la patience de t'attendre, c'est beaucoup de frustration. Ce trouble peut être favorisé par un contexte affectif difficile ou un événement familial particulier. Plusieurs méthodes permettent de traiter le bégaiement ou à défaut de mieux le contrôler. L'orthophonie, les produits pharmaceutiques ou des méthodes alternatives insistant sur la relaxation et la respiration. En Côte d'Ivoire, à défaut de prise en charge réelle, chacun sa recette. Mais je me suis entraîné à parler seul haut, à lire à haute voix. Pour moi, le remède suprême, c'était chanter, parce que quand tu chantes, tu ne bégayes plus. 75 à 85% des personnes dans le monde atteintes de bégaiement sont des sujets masculins. La gestion de la pêche dans la zone CEDEAO au Burkina Faso, une délégation ivoirienne s'est particulièrement intéressée à la pratique de l'élevage au Burkina Faso. Le reportage est signé Hugues Hervé-Blé. C'est dans la commune rurale de Koubri, au Burkina Faso, que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani est allé à la découverte des infrastructures soutenues par le ministère des Ressources animales burkinabé. Le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire qu'accompagnait le ministre des Ressources animales burkinabé, Jérôme Oudraogo, a d'abord découvert l'usine de fabrication d'aliments pour bétail. Également visité le site d'élevage de bœufs. Les animaux ici produisent 20 litres de lait par jour. Dernière escale du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, le site d'élevage de poulets. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 7020 jeunes ont été recrutés, concernés par ce programme d'agriculture traditionnelle améliorée, essentiellement des femmes, qui reçoivent chacune coq et poule. Une femme, un coq, 10 poules. Et il semble qu'en l'espace d'une année, ce sont plus de 200 volailles qui sont vendues. Et je crois que c'est une façon aussi de tuer la pauvreté et de créer des richesses dans les milieux ruraux. Nous partons édifiés par l'expérience que nous venons de voir.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Djoumani, est reparti du Burkina Faso avec plein d'idées et la ferme volonté de renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans le domaine des ressources animales. L'élection présidentielle malgache, reportée déjà à plusieurs reprises, va finalement se tenir le 25 octobre prochain. Les campagnes électorales sont closes. La population voit en cette élection la solution pour renouer avec l'ordre constitutionnel et l'état de droit. Depuis ce matin, c'est officiel. À Madagascar, fini la campagne électorale. Il reste quelques heures pour digérer le programme des 33 candidats et surtout bien repérer la place de chacun sur le bulletin unique. Vous êtes où sur ce bulletin unique? Sur ce bulletin unique, je me retrouve à la ligne numéro 12. À chaque candidat son numéro. Il suffira d'une croix, d'un signe en face de la photo pour que le bulletin soit validé. Le bulletin unique, une arme anti-fraude. À quelques heures du scrutin, à la commission électorale, on s'assure que le matériel a bien été acheminé dans les 20 000 bureaux de vote. Des fraudes ici, on ne veut pas en entendre parler. Ça n'existe pas, les fraudes à Madagascar. Vous avez tout mis en place pour les fraudes, je vous assure que les fraudes, si existaient à l'époque, ce n'est pas de la section recensement matériel de vote arrivée au centre Antananarive, c'était tout le temps entre le bureau de vote et l'arrivée dans les chefs-lieux de district. Après 4 ans de crise, ce scrutin doit sortir Madagascar de l'ornière. Mars 2009. Après des semaines de contestation et de violence, le président élu Marc Ravalomanan jette l'éponge sous la pression d'Ange Radziwill, le jeune maire d'Antananarive. Son tombeur prend les rênes du pays. Suivent alors 4 années de transition qui plongent l'île dans une grave crise économique. 4 ans plus tard, la communauté internationale dicte les règles de l'élection présidentielle. Les acteurs de la crise sont interdits de scrutin. Ça a été fait dans la précipitation. On a l'impression que ça a été dicté de l'extérieur. Ce n'est pas vraiment pris en concertation avec les acteurs locaux. Et tout ça fait qu'on est un peu mal à l'aise. 53 ans après l'indépendance, le jeu n'a jamais été aussi ouvert. Avec 9 malgaches sur 10 au-dessous du seuil de pauvreté, celui qui sera élu aura du pain sur la planche. Les pourparlers politiques entre Ennahda, le parti islamiste au pouvoir en Tunisie, et l'opposition n'ont pas commencé que déjà le temps monte. La pression s'accentue sur le pouvoir qui accuse l'opposition de vouloir détruire ces négociations. Vive émotion à Sidi Bouzid, à 650 km au sud de la capitale tunisienne. Dans des cercueils, 2 des 7 gendarmes tués lors de violents affrontements entre les forces de sécurité et un groupe armé. Les corps sont confiés aux familles en vue des funérailles qui se déroulent ce jeudi, début du deuil national de 3 jours. Les proches des victimes ont refusé toute présence du gouvernement tunisien. Un gouvernement sous pression. Mercredi à Tunis, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer sa démission immédiate. Nous avons des policiers qui meurent tous les jours, nous avons de l'armée qui meurt tous les jours et c'est plus supportable pour tout, je crois, pour tout le peuple tunisien. Ce n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour pour qu'on revendique que ce gouvernement dégage. Je suis là pour que le gouvernement parte. Ce gouvernement a échoué en matière de sécurité, a échoué à tous les niveaux. Il faut qu'il parte tout simplement. Ce gouvernement est complice du terrorisme. L'imposante manifestation s'est déroulée peu avant le message du Premier ministre tunisien à la nation. Un discours dans lequel l'islamiste Ali Larayed s'est engagé sur le principe d'une démission du gouvernement dans le cadre de la feuille de route des négociations avec l'opposition. Une déclaration qualifiée d'ambiguë par une frange de la classe politique tunisienne. Aujourd'hui, nous considérons que le chef du gouvernement n'a pas respecté les termes de l'initiative des 4 organisations nationales. Principale conséquence de ce cafouillage, le dialogue national censé sortir la Tunisie d'une crise politique profonde n'a pas démarré mercredi comme initialement prévu. Son ouverture a été repoussée à vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous sur RTI 1 et à demain pour d'autres informations.